C'est une image d'Épinal, une image de Monaco que vous connaissez sûrement. Bienvenue en Principauté. Monaco se prépare à une grande fête, l'un des mariages du siècle, dit-on ici. Le mariage du prince Albert II de Monaco et de Charlène Wittstock. Ce sera début juillet. Alors je vous rassure, sur KTO, bien sûr, on n'est pas là pour faire du people. On va parler de l'église de Monaco, puisque ici, la religion catholique est religion d'État. Comment les catholiques de Monaco, les catholiques monégasques, vivent-ils cette situation bien particulière? Ils vivent dans l'État le plus petit au monde, juste après le Vatican, à peine 2 km². C'est aussi l'un des États les plus riches au monde, puisque le revenu par habitant est le plus élevé de la planète. Même si vous allez le voir, il y a des pauvretés à Monaco, et ça l'église l'a bien compris et l'a bien saisi et s'en occupe. C'est parti pour 52 minutes d'émission. Voilà, on se retrouve sur le rocher, ce fameux rocher qui domine Monaco, ce fameux rocher où se situe également le palais des Grimaldi, c'est le lieu de la vieille ville. On va y découvrir la cathédrale de Monaco, et la cathédrale cette année fête les 100 ans de sa consécration. Voilà la cathédrale, un anniversaire qui ici ne passe pas inaperçu, puisque je vous rappelle que le catholicisme est religion d'État, et du coup cette fête de la cathédrale, c'est aussi une fête nationale. Reportage Frédéric Jakovlev. H moins 2 heures avant le début de la cérémonie. Le calme, la tranquillité, surtout ne pas céder à la précipitation. Le compte à rebours a commencé, les gestes restent précis, on est à Monaco. La cathédrale fête ses 100 ans. Un siècle que la vieille dame, perchée sur le rocher le plus célèbre du monde, observe, mi-amusée, mi-déçue, l'opulence d'un luxe parfois ostentatoire. Garder le cap, tenir la route, ne pas en faire trop, cela pourrait être le mot d'ordre de cet anniversaire. Entre les pivoines, les hortensias, ça c'est du viburnum, c'est des petites boules de neige, ça commence à faire des fruits, vous voyez. Ça c'est des petites roses de jardin. Tout ça, vous avez 5-6 variétés de roses de jardin dedans. Et puis elles sentent. Ça c'est extraordinaire, quoi. Puis ça amène vraiment un jardin dans la cathédrale. Ça c'était vraiment le but, quoi. Donc on laisse passer 1 minute 30. Côté coulisses, on s'active. On commence à aller vers le prince, comme ça Monsieur il Mazel pourra rejoint. nous rejoindre. Il le rejoint par le côté. Ici, Monseigneur Barcy, archevêque de Monaco. J'ai vu que sur la liste, il y a l'ambassadeur d'Italie qui vient, monsieur Michel du Saint-Pierre. C'est lui qui, dans quelques jours, mariera le prince Albert. Malte. Mais le véritable maître d'œuvre de cette cérémonie d'anniversaire, c'est en fait le père Philippe Blanc, chanoine de la cathédrale. Non, pas d'invitation. Voilà 1 an qu'il s'active. Côté lifting, la cathédrale a fait peau neuve. Nouvel éclairage, nouvelle orgue aussi. Alors rien d'étonnant qu'à quelques heures de la célébration, le père Philippe ne néglige aucun détail. Il est sur tous les fronts. C'est un gros travail de toute une année avec une équipe heureusement autour. Mais là aujourd'hui c'est le sommet puisque c'est l'anniversaire proprement dit. Et c'est une célébration qui va faire mémoire et qui va rester dans l'histoire du diocèse. Donc on s'est attaché à ce que tout soit le plus beau possible. Faire beau, faire juste, faire simple. À Monaco, la cathédrale occupe une place particulière. Et pas seulement parce qu'elle domine la ville. Construite sur les ruines d'une église du XIIIe siècle, consacrée en 1911, à elle seule la cathédrale symbolise l'histoire de la ville, l'histoire de Monaco. Une petite ville de province, un diocèse rattaché à Nice qui au fil des siècles va acquérir son autonomie. Devenir un État à part entière, un diocèse dépendant de Rome directement. À Monaco, le deuxième personnage de l'État, après le prince, c'est lui, Michel Roger, ministre d'État. C'est le chef du gouvernement, responsable des affaires étrangères, de la police, une sorte de super premier ministre. Mais l'homme, à titre privé, est aussi commandeur de l'ordre du Saint-Sépulcre. À la différence de la France,
Monaco n'a pas voté la séparation entre l'Église et l'État. Nous fêtons aujourd'hui le centenaire de la cathédrale, qui est la maison et l'église de l'archevêque de Monaco. C'est le lieu de rassemblement des catholiques de Monaco. La principauté de Monaco a la particularité d'avoir le catholicisme comme religion d'État, même si bien sûr il y a une séparation totale entre l'État et l'Église et une liberté de pensée et d'association dans Monaco. À 18h exactement, arrivée du prince Albert accompagné de Charlène, sa fiancée. Là encore, Monaco va allier raffinement et simplicité. Même si le prince arrive dans la berline la plus puissante du monde, même si les sorties du couple sont suffisamment rares pour déplacer les paparazzis locaux, c'est en famille qu'il est accueilli. En famille, car à Monaco, tout le monde l'a adopté. Charlène, 33 ans, ancienne nageuse de compétition, d'origine sud-africaine. Une blondeur un peu froide, qui n'est pas sans rappeler celle de Grace Kelly. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit pas de la répétition du mariage ce jour-là, mais bien de fêter ensemble le 100e anniversaire de la cathédrale de l'Immaculée Conception. C'est là que se célèbre en particulier la fête de Sainte Dévote, qui est la sainte patronne de Monaco. Donc là, la communauté de tout Monaco se rassemble ici. C'est aussi là que se célèbre la fête nationale, donc autour du prince, avec tous les corps constitués de l'État. C'est là qu'en 1956 sont mariés le prince Régnier III et la princesse Grace. Donc beaucoup de personnes ont encore dans le souvenir les images de ce mariage et l'image surtout de la personne du prince et de la princesse. Et Monaco a beau être la capitale du plus petit État du monde, pour cet anniversaire, le diocèse a vu les choses en grand. Une messe, composée pour l'occasion, 13 confirmants adultes, une église noire de monde, l'ensemble du clergé monégasque, des invités orthodoxes, anglicans. Mais faute de place, la cathédrale n'accueillera pas le mariage princier. La cérémonie aura lieu dans la cour du palais. 4000 invités, 1500 journalistes, 200 000 touristes attendus. Même si le prince l'a voulu simple, sobre, le mariage du siècle à Monaco, son mariage, sera sans doute plus à la hauteur de la réputation de la principauté. Voilà, on va découvrir cette histoire religieuse de Monaco avec un historien, Claude Passet. Claude Passet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, monégasque, spécialiste de l'histoire de Monaco et en particulier l'histoire religieuse de Monaco. Et vous êtes l'auteur de ce livre, La cathédrale de Monaco, publié aux éditions du Rocher à l'occasion des 100 ans de cette cathédrale. Alors Claude Passet, on s'est donné rendez-vous ici devant l'église Sainte-Dévote, une toute petite église mais qui a un sens historique très fort ici à Monaco. Et d'ailleurs, c'est ici que la princesse Charlène va déposer son bouquet après le mariage. Quelle est cette tradition ? C'est une tradition familiale implantée depuis très longtemps ici. Toutes les mariées en général portent leur bouquet sur l'autel de Sainte-Dévote. C'est une vieille tradition. Moi, j'assistais en 1956 au dépôt de la couronne ou du bouquet de la mariée de la princesse Grace. C'est assez émouvant, mais c'est très familial. Hein. C'est une vieille tradition bien implantée. Vous étiez enfant à cette époque-là ? Ah oui, j'avais 10 ans. Alors cette église Sainte-Dévote, c'est aussi le lieu où a commencé l'histoire religieuse de Monaco. Oui, c'est un lieu emblématique, bon, quoique non dénué de légende. Sainte-Dévote serait venue au début du IVe siècle à Monaco, portée par une barque. En fait, il s'agit tout simplement d'une légende qui serait le doublé hagiographique de Sainte Julie de Carthage, qui est un personnage historique, alors que Dévote, tous les historiens reconnaissent que c'est une figure légendaire sous le nom de Déivota, que l'on a appelé Dévote. En fait, il faut reconnaître le culte de Julie de Carthage. En fait, une barque sera arrivée avec le corps de Oui, le de thème Dévote. de la barque, c'est un thème géographique courant dans toute la Méditerranée, sur les côtes. Lorsqu'il y a le culte d'un saint, on le fait toujours venir par barque. C'est un système, c'est un topos géographique courant. Saint-Tropez à Saint-Tropez, Saint-Tréparathanis, tous les saints maritimes du bord de mer arrivent par la mer, donc ce sont des saints maritimes. Et la barque sera arrivée ici avec arrivé Sainte-Dévote. avec Sainte-Dévote, à une époque où il y aurait eu des moines bénédictins. Bon, là, on peut déjà se poser des questions de chronologie historique. Enfin bon, c'est une tradition. En fait, on honore Sainte Julie de Carthage sans le savoir. Alors que les Corses la fêtent depuis très longtemps, au mois de juillet.
Alors Sainte-Dévote, on la fête tous les 27 26 et 27 janvier. 26 et 27 janvier. Le 27 janvier, c'est d'ailleurs la fête nationale ici à C'est Monaco. une fête nationale. Oui, la vraie fête nationale, c'est la fête du souverain, le 19 novembre. C'est notre seconde fête nationale, en fait, fête religieuse. Et Mais nous la considérons comme une fête nationale, en fait. Sainte-Dévote, qu'est-ce qu'elle représente pour l'histoire religieuse et pour les Monégasques? Bon, c'est un petit peu la scène fédératrice des Monégasques, quoi. Le culte s'ordonne autour de Sainte-Dévote parce que c'est la scène monégasque. Voilà. Et de la Corse et de la famille souveraine, de la mer. Mais bon, nous ne faisons pas d'idolâtrie non plus vis-à-vis de Sainte-Dévote. Alors ceci dit, on la fête tous les ans, on va voir des images assez étonnantes, hein, avec une procession, Il y a une procession le avec 26, cette barque, une barque qu'on Voilà. brûle aussi. Une barque est brûlée sur le parvis de l'église. Pourquoi on la brûle Alors, ici d'ailleurs, sur le parvis? c'est un vieux mythe qui remonte au XVIIe siècle, selon lequel, autour de l'an 1000, un certain Antinope aurait volé les reliques. Là aussi, c'est un topos géographique courant, le vol de reliques. Et il aurait été puni et on aurait brûlé sa barque. Voilà. En fait, c'est une tradition qui ne remonte pas avant 1862, puisqu'autrefois, c'était des feux de bourgeois qui étaient brûlés sur la place du Palais. Donc là, on a vraiment un repère chronologique important, le journal de Monaco de 1862. C'est la première fois qu'on brûle une barque. Le tourisme se développe et donc il faut leur donner quelque chose à regarder. Alors les Grimaldi, eux, seraient arrivés ici en principauté, en tout cas sur le rocher, Alors au les Génois, XIIIe siècle. les Génois sont arrivés en 1215. Une tradition veut que les Grimaldi, donc qui étaient des guelfes, protecteurs du pape, se soient réfugiés à Monaco et pris Monaco en 1297. Mais dans l'histoire, on trouve très peu de traces des Grimaldi autour de 1297. Même en 1300, lorsque la place est rendue aux Génois, il n'y a pas de traces de Grimaldi. Mais on peut quand même considérer que les Grimaldi ont eu quelque chose à voir, puisque un certain Francisco da Grimaldi a eu en main la copie de l'acte de reddition. Donc déjà en 1997, il est sûr que les Grimaldi ont été présents à Monaco. En fait, ils ne sont seigneurs de Monaco que depuis le XVe siècle. En tout cas, ça dure quand même depuis plusieurs siècles, hein, c'est pas Bon, rien. on a fêté les 700 ans des Grimaldi parce qu'effectivement, on rappelait 1997. Mais l'historien s'attachera plutôt à l'année au XVe siècle, lorsque les gens de Monaco ont donné leur prérogative communale aux Grimaldi. Quels liens ont-ils cultivé tout au long de l'histoire, les Grimaldi, avec l'Église catholique et la religion? Alors, les Génois, évidemment, étaient catholiques. Les Grimaldi étaient guelfes, donc toujours partisans du pape. Et toute l'histoire... C'est-à-dire que les guelfes s'opposaient à l'empereur. C'est-à-dire que le pape était opposé à l'empereur, ou l'empereur au pape. C'est-à-dire que le pape exigeait un pouvoir temporel aussi. Ce que déniait l'empereur germanique, qui déniait tout pouvoir temporel au pape. Et donc les Grimaldi étaient papistes. Donc ils étaient papistes, voilà, pour simplifier, ils étaient papistes. Et tout au long donc, de l'histoire de ces 700 ans, 800 ans presque d'histoire, il y a toujours des relations privilégiées entre le siège de Rome, le siège de Saint-Pierre, le trône de Saint-Pierre, et Monaco. Par exemple, lorsqu'un antipape est passé pas loin de Monaco, les Grimaldi s'en sont emparés et l'ont rendu au pape. Avec évidemment tout ce qu'il avait emporté de Rome, c'est-à-dire bijoux, vase sacré, archives, etc. Donc il y a toujours eu une protection de la papauté, ce qui maintenant évidemment sur un territoire de 2 km² pourrait paraître... mais nous sommes toujours sous régime concordataire, bien qu'il ait été modifié en 81. Monaco reste toujours avec sa religion d'État, régime concordataire. Donc nous avons toujours des liens privilégiés avec le pape. Le prince Albert II d'ailleurs vient de rencontrer il y a peu de temps le pape. Donc le catholicisme a toujours été religion d'État finalement à Monaco. Ah, depuis les origines, oui, mais la Constitution prévoit le libre exercice du culte pour les autres religions, sous condition évidemment de ne pas troubler l'ordre public. Est-ce que l'Église a joué un rôle dans l'indépendance entre guillemets de Monaco? Dans l'indépendance, c'est acquise chèrement, puisque le dernier acte politique d'indépendance était le siège de 1507, mais là l'Église n'avait pas vraiment... Par contre, on peut considérer quand même une certaine façon, oui, puisqu'en 1641, par exemple, pour l'expulsion des Espagnols, le curé a fait précipiter tout le monde à l'église pour chanter un Te Deum, etc., pour encourager la population, etc., à chasser l'occupant. Voilà. Enfin bon, c'est un peu anecdotique. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de Monaco, c'est aussi une histoire religieuse? Ah, c'est intimement lié, oui, puisque l'histoire religieuse est intimement liée à la politique religieuse des Grimaldi, qui pendant des siècles, par au moins 4 siècles, ont tenu à avoir leur indépendance religieuse. Il faut savoir que Monaco dépendait de l'évêque de Nice. Menton-Roquebrune, qui appartenait en propre au seigneur puis au prince, dépendait de l'évêque de Ventimille. Donc la politique des Grimaldi a été d'avoir sur leur territoire un seul évêque. Il a fallu attendre 1887. Mais ils ont été opiniâtres, ils sont parvenus.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change que la religion soit d'État? Est-ce que c'est une réalité qui a quelles conséquences au quotidien? Conséquences pratiques, il y a des fêtes religieuses qui sont donc des fêtes des jours chômés, fériés et payés, comme la Sainte-Dévote, la fête de Dieu, etc. Quoique avec la sécularisation de la société, les magasins restent ouverts, alors que moi j'ai connu tous les magasins fermés. Vous voyez, pour le vendredi saint, tout était fermé, les magasins, les boucheries, maintenant tout est ouvert. Donc c'est vrai que nous n'échappons pas à la globalisation et la sécularisation de la société imprègne aussi Monaco malgré nous. Bien que les Monégasques restent très attachés à cette forme de vie religieuse, bon, on peut dire associée aussi à l'organisation politique, mais ça fait partie de notre identité culturelle. L'Église a de l'influence sur la politique du gouvernement ici à Monaco? Je pense que vous poserez la question à Monseigneur Barcy, mais il suffit de lire la presse. Lorsque c'est débattu au Conseil national de notre Parlement la question de l'avortement thérapeutique, Monseigneur Barcy est monté au créneau. Lorsqu'il y a eu la loi sur le divorce, pareil. Chaque fois qu'un point peut toucher soit la morale naturelle, j'entends pas forcément la morale chrétienne, mais la morale naturelle, déjà il y a une intervention de l'Église. Les prêtres n'hésitent pas en chair à exhorter leurs fidèles. Alors, on va s'intéresser maintenant à une des conséquences de cette situation étonnante. Est-ce qu'on peut d'ailleurs rapprocher cette situation à celle de la situation concordataire en Alsace et Lorraine? Ce qu'on fait souvent, on compare Monaco à ce qui se passe en Alsace et en Lorraine. Ce sont deux situations concordataires, mais Monaco est vraiment un peu différent. Par exemple, l'archevêque est invité à la conférence épiscopale française, mais il dépend directement de Rome. Le clergé est un clergé concordataire, donc payé par l'État comme en Alsace-Lorraine, enfin du moins une partie de l'Alsace-Lorraine, c'est-à-dire celle qui était sous régime prussien jusqu'à 1918. Et non, ça reste quand même assez indépendant, ça reste un peu différent quand même. L'Église n'a rien, tout appartient à l'État, alors qu'en Alsace-Lorraine, l'Église est propriétaire de biens fonciers qui lui permettraient éventuellement de survivre. Donc à Monaco, nous n'avons rien, tout appartient à l'État, l'État gère les églises, paye tout ce qui est entretien, le clergé et subvient même par des grosses subventions à l'organisation de l'église. Alors, merci Claude Passet en tout cas pour ces explications. On va s'intéresser maintenant justement à l'une des conséquences de cette situation concordataire. Que se passe-t-il pour le catéchisme? Eh bien, vous allez le voir qu'il y a des conséquences assez étonnantes. C'est un reportage de Sibylle Delettre. Début de cours pour ces élèves de 6e au programme de leur instruction religieuse. Et pourtant, ici nous sommes dans un collège public, le seul de la principauté. La religion catholique étant religion d'État, l'enseignement du catéchisme est obligatoire dans les écoles privées catholiques sous contrat, mais également dans les écoles publiques de la principauté de Monaco. À Monaco, la catéchèse est une mission d'État chapeautée par le département de l'Intérieur. État et diocèse fonctionnent main dans la main pour gérer cet enseignement. L'implication au niveau de l'État est une implication plutôt budgétaire par rapport à la religion, à savoir que l'État monégasque finance le culte. Un enseignement dispensé du CP à la terminale à raison d'1 heure par semaine. Au programme aujourd'hui pour ces 6e, des exposés sur les grandes figures du christianisme. Et dans la chapelle, il y a le corps encore intact de Catherine Labouré. Donc on peut se recueillir devant. Oui, on voit la peau. Oui, on voit la peau. Enfin, il est vraiment bien conservé. Donc il y a un voile dessus, hein, mais on le voit dans un box en verre, donc on le voit. Une discipline obligatoire, seule une dispense des parents peut permettre aux élèves de ne pas se rendre à ce cours. Dans ce collège de 1200 élèves, environ la moitié assistent à cet enseignement chaque semaine. C'est une matière comme les autres. On prend tout le monde. Hein. Moi, j'ai des élèves qui sont de confession musulmane ou juive. Mais voilà, quand on voit les dispenses qui arrivent, c'est soit ne croient en rien, soit à tout fait. Donc ils ont fait leur baptême, leur communion, leur confirmation, donc ils pensent qu'ils ont tout fait. Bon, ça, en général, ce sont ceux qui ont fait ça pour être tranquilles. Et après, on a de religions, de confessions différentes. Ici, pas question de préparation au sacrement, l'enseignement religieux est ouvert à tous. Les jeunes apprennent les fondamentaux de la foi bien sûr, mais ont aussi des éclairages pour vivre leur vie sous le prisme chrétien.
Exemple avec cette classe de 4e, la semaine dernière ils ont regardé le Truman Show, un film dans lequel le héros réalise qu'il vit dans un monde créé de toutes pièces, de quoi faire réagir les adolescents. Une actrice accepte d'épouser Truman et de lui donner un enfant uniquement pour le show. Ça c'est vraiment atroce. Alors, donc là on touche du doigt en fait, quand on est acteur, comédien ou comédienne, jusqu'où est-ce qu'on doit aller. C'est super cool parce que quand on va là-bas, on a la liberté de parler de tout ce qu'on pense. Quand il y a des problèmes dans le monde et tout ça, on en parle et après on donne chacun notre avis. Et donc c'est cool, un peu, il y a beaucoup de communication dans ces cours-là et c'est ça qui fait avancer un peu notre mentalité. Qu'ils arrivent à suivre un chemin en respectant l'autre, qu'ils arrivent bien à comprendre la différence entre le bien et le mal peut-être, et leur donner le plus de bonnes choses possibles. Voilà, essayer de leur donner le plus de bonnes choses possibles et qu'ils arrivent à grandir et à s'épanouir sur le bon chemin, quoi. Ici, à Charles III, une chapelle est également à la disposition des élèves pour faire une pause, prier ou même rencontrer un des catéchistes pour partager leurs interrogations. Tous les mardis midi, une messe est même célébrée ici. À Monaco, l'église est donc présente à l'école quel que soit le niveau ou le type d'établissement. Un enseignement qui résonne bien au-delà des murs du collège et qui permet à ces jeunes de s'ouvrir au monde de l'intériorité, de grandir dans leur foi, mais aussi de faire l'apprentissage des valeurs morales. Monseigneur Bernard Bercy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque de Monaco depuis l'an 2000. L'an 2000, octobre 2000. Voilà, ça fait quelques années maintenant. Merci de nous recevoir dans ce très bel endroit qui est le jardin de l'archevêché de Monaco. J'ai une première question, peut-être un peu naïve, mais est-ce qu'il faut être monégasque pour devenir archevêque de Monaco ? Non, pas nécessairement, puisque moi-même je suis français, je suis natif de Nice. Et une partie de ma famille est de Monaco d'ailleurs, mais cela n'a certainement pas joué pour ma nomination. Vous vous sentez un peu monégasque maintenant ? Je me sens un peu monégasque. Ici on appelle ça les enfants du pays, c'est-à-dire les familles qui ont un lien très fort avec Monaco depuis très longtemps, on les appelle les enfants du pays. Alors je me sens un enfant du pays. Quel est le statut de l'archevêque de Monaco, mais plus généralement de l'église et du diocèse de Monaco ? Est-ce qu'il y a un lien avec la France ? De qui vous dépendez en fait ? Alors, selon le terme canonique, je dépends directement du Saint-Siège, c'est-à-dire que Monaco étant l'État souverain, l'archevêque étant le seul évêque de ce pays, forme à lui tout seul une conférence épiscopale, mais vous comprenez bien que je ne peux pas rester tout seul ici sur mon rocher et que je vis en collaboration avec les évêques de France qui m'invitent d'ailleurs à leurs assemblées, même si je ne suis pas membre de l'assemblée, j'y participe, et ainsi qu'avec la province de Marseille, province ecclésiastique, avec qui je participe aussi aux rencontres et aux différentes activités. Il y a l'Italie pas loin, mais vous êtes quand même plus proche de l'Église de France que de l'Église d'Italie. Oui, je suis plus proche parce que par la langue, hein, mais nous avons des liens très forts avec l'église de Ventimille, en particulier San Remo, et nous avons constitué depuis au moins une vingtaine d'années, même avec mes prédécesseurs, une rencontre qu'on appelle Foi sans frontières, c'est-à-dire que régulièrement les prêtres et les évêques de Ventimille, San Remo, donc en Italie, de Nice en France et de Monaco se retrouvent pour des rencontres d'amitié, des rencontres aussi d'échange et de partage. Foi sans frontières, nous appelons cela. Belle initiative. Vous êtes à Monaco le 3e personnage de l'État, puisque je rappelle que la religion catholique est religion d'État à Monaco. C'est l'article 9 de la Constitution. Depuis 1962. En tout cas, c'est inscrit dans la Constitution depuis 1962. Exactement. Pourquoi si tardivement d'ailleurs ? Je pense que les choses se vivaient sans qu'on les précise. Et à partir de 1962, le prince Régnier III a voulu que ce soit mentionné, que ce qui se vivait déjà, finalement, soit mentionné dans la Constitution. Être le 3e personnage de l'État, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça change, en fait, pour un archevêque ? Écoutez, ici, vous savez, c'est la volonté du prince, encore Albert II qui l'a rappelé, c'est que l'Église soit entendue et soit considérée comme un partenaire
officielle et normale de la vie publique. Alors l'archevêque n'intervient pas dans les affaires de l'État, mais par les relations, en plus c'est un petit pays, donc nous avons des relations faciles les uns avec les autres. Nous nous rencontrons, le ministre d'État, le prince souverain, les différentes personnalités, les acteurs économiques et politiques du pays. Donc là, l'archevêque peut avoir une influence, je dirais, par ses contacts. Voilà. Si vous voulez, la volonté du souverain, c'est que nous essayons de vivre le plus proche possible de l'enseignement de l'Église. Alors donc, automatiquement, il y a une influence qui se fait, je crois, à ce moment-là. Parce que quand vous dites partenaire, voilà, j'aimerais en savoir plus. Partenaire officiel, parce que dans un pays laïque comme la France, l'Église n'a pas de statut juridique, n'a pas... bon, alors il y a de bonnes relations, bien sûr, parce que l'Église en France est un acteur social de la vie sociale. Mais ici, c'est institutionnel. L'archevêque, il a sa place, et il peut parler, il peut dire ce qu'il a à dire, et en principe, on essaye au moins de l'écouter. Je ne dis pas qu'il est toujours suivi, mais enfin, on l'écoute. Il y a eu un débat qui a fait beaucoup de bruit à Monaco il y a quelques années autour de l'avortement thérapeutique, puisque Monaco a, pour la première fois, a autorisé un type l'avortement, ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Thérapeutique, c'est-à-dire par rapport aux enfants qui seraient mal formés, par rapport à l'inceste et par rapport au viol. Donc, et puis en cas où la vie de la mère est en danger. Ça a été un moment très, très difficile parce que la position de l'Église n'est pas toujours bien comprise et il a fallu bien sûr dire haut et fort, et j'étais un peu le seul à pouvoir m'opposer à cette décision qui finalement a été prise par le Conseil national, c'est-à-dire par le Parlement monégasque. Église qui est un partenaire de l'État, est-ce que ça veut dire que les églises sont pleines à Monaco ? Écoutez, la pratique religieuse, puisque moi je viens du diocèse de Nice, la pratique religieuse est bien plus forte que dans le diocèse de Nice. J'estime par mes visites pastorales que le dimanche, il y a à peu près 10% de la population monégasque qui participe régulièrement à la messe. Alors, c'est pas... Mais c'est par rapport, je dirais, aux autres... plus encourageant. C'est plus encourageant, voilà. Les prêtres de Monaco, comment on devient prêtre de Monaco d'ailleurs ? Alors, on devient prêtre, comme partout, par la formation dans un séminaire. Et nous, les séminaristes de Monaco, sont envoyés au séminaire de Nice, qui se trouve au sanctuaire Notre-Dame-de-la-Gué, à 11 km de Monaco. Ce qui nous permet de connaître les séminaristes, ils vivent leurs relations pastorales avec le diocèse. Et nous, alors, donc, nous les connaissons, et eux connaissent encore mieux le diocèse aussi. Et on peut pas parler de crise de vocation ? Pour l'instant, je dirais que j'ai ordonné prêtre au mois de mai dernier un prêtre pour le diocèse de Monaco, mais pour l'instant, nous n'avons pas de séminariste. Ah, voilà. Depuis. Donc ça, c'est un souci pour vous ? C'est un souci pour moi, oui. Pendant 10 ans, depuis 11 ans que je suis là, il y a toujours eu des séminaristes. Depuis le mois de la fin mai, il n'y en a pas. Monseigneur Barsier, je vous propose, avant d'aller plus loin dans la conversation, de voir un reportage. Vous l'aurez remarqué avec les images qu'on voit depuis le début de l'émission. On est dans un pays riche, avec du luxe, avec des milliardaires parfois, on en croise. Mais derrière les belles voitures et les beaux bateaux, il y a aussi des pauvretés. On regarde ce reportage de Frédéric Jakovlev. À Monaco, le vestiaire de la Croix-Rouge est un peu à l'image de la principauté, abondant, voire opulent. L'adresse est connue, ils sont des dizaines chaque semaine à passer la porte du petit local dans une ambiance de patronage au charme un peu suranné. Prenez ce qu'il vous faut, vous avez le choix, vous pouvez chercher. Chaussures, sacs à main, vêtements pour adultes ou enfants, en échange de ces dons, la Croix-Rouge ne demande aucune participation financière, mais une simple déclaration d'identité. Comme vous pouvez le voir, vous voyez. SDF, c'est le cas de la grande majorité des personnes accueillies. Elles sont tchétchènes, Ça vous va pas ? roumaines, Vous aimez pas ça ? russes, ukrainiennes ou tunisiennes. Monaco est une ville riche qui sait donner. Ici, la société Saint-Vincent-de-Paul. Le service est à peu près équivalent. Vestiaire et brocante pour les nécessiteux. Bouche à oreille aidant, on vient de Nice, de Menton, de Cannes. En fait, toute une population de SDF qui converge à Monaco. Mais, et c'est un paradoxe, une population invisible dans les rues de la ville. Parce que généralement, ce ne sont pas les bienvenus.
dans le sens que quand il y a quelqu'un qui a besoin, ils viennent chez nous demander éventuellement des bons de nourriture qu'on leur donne d'ailleurs. Et après, ils s'en vont sur Nice. Car à Monaco, la mendicité est interdite. Les SDF qui stationnent sont expulsés. La ville doit être à la hauteur de sa réputation. Et puis il y a les précaires. À la Société Saint-Vincent-de-Paul, comme dans la plupart des associations monégasques, on les accueille pour les dépanner, les orienter. J'ai une allocation adulte handicapé. Cet homme, par exemple, a du mal à payer sa facture EDF. En mars 2007, donc il fait un peu plus de 4 ans. Ce mois-ci, je me trouve à moins 700 €. L'association va l'aider à éponger sa dette et lui donnera des tickets d'alimentation. Mais cet homme, comme près de 100% des bénéficiaires, n'habite pas Monaco, mais en France. Monaco est un petit pays de 33 000 habitants. La grande majorité de la population n'est que résidente. Français, Américains, Russes, Saoudiens ou Italiens, ils doivent justifier de comptes en banque bien remplis pour s'installer sur le rocher. Les autres, ce sont les monégasques pure souche, à peine 20% de la population. S'ils sont moins riches, ils bénéficient des largesses de l'État. Emploi réservé, loyer plafonné. C'est le cas de la plupart de ces dames qui se retrouvent 2 fois par semaine pour jouer aux cartes. Monique, par exemple, est monégasque depuis 6 générations. Et lorsqu'elle a fêté ses 50 ans de mariage... Eh bien, on nous a payé 15 jours où on voulait. Nous, on a choisi le Lavandou, parce que ça nous plaît. Alors, on est allé 15 jours, ils nous ont tout payé. Et là, si on arrive aux 70 ans, on nous paye 1 mois, la mairie nous a dit. Où on veut. Mais c'est vrai, j'ai de la chance, c'est vrai, je le reconnais. Les monégasques ont cette particularité, ils sont minoritaires dans leur propre pays. Mais ce sont eux qui font les lois, sont dispensés d'impôts. Ils sont finalement les vrais gagnants de ce modèle un peu atypique. Retour à l'archevêché de Monaco en compagnie de Monseigneur Bernard Barcy, l'archevêque de Monaco. On vient de le voir dans ce reportage, il n'y a pas que des riches à Monaco, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Oui, il y a souvent une image un peu de Monaco, où nous sommes assis sur un tas d'or, hein, mais en fait, il y a des gens qui travaillent à Monaco, des gens qui vivent et des gens qui souffrent, et il y a aussi malheureusement des pauvretés. Hein. Et je pense que vous allez, la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Caritas et d'autres organismes non confessionnels essayent justement d'apporter une réponse à ces questions de pauvreté. Alors, il y a combien d'habitants à Monaco ? Bien, officiellement 35 000 habitants, disons. Mais vous savez, il y a 6 millions de touristes qui passent dans l'année. Et pratiquement, ici, la saison, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Donc, nous sommes habitués à avoir du monde de toutes les manières. Hein. Et des gens venant de tous les pays du monde, d'ailleurs. Et des gens qui viennent aussi travailler Alors, jour. Chaque jour, il y a 45 000 personnes qui viennent essentiellement de France, un peu aussi d'Italie, qui viennent travailler à Monaco, dans des secteurs très différents, le secteur bien sûr de l'hôtellerie, le secteur du tourisme, le secteur de petite industrie, secteur de laboratoire pharmaceutique, secteur bancaire, enfin voilà. Donc c'est une vie très active et tous les jours, les trains en particulier, et puis la circulation automobile amènent des gens qui viennent travailler à Monaco. Ça veut dire que vous devez adapter votre pastoral à cette population-là. Comment ça se passe ? Oui, nous essayons de l'adapter, mais c'est pas facile parce que les gens qui viennent travailler, par exemple, ils arrivent juste au dernier moment et ils repartent. Alors nous essayons, il y a 1 ou 2 églises où entre midi et 2 heures, l'église reste ouverte, où il y a une célébration qui se fait certains jours, où les gens peuvent venir prier entre 2 moments de travail. Et puis alors aussi, au plan touristique, là, nous essayons aussi d'avoir une pastorale active, surtout sur la cathédrale, où 4,5 millions, paraît-il, de touristes passent dans la cathédrale, ce qui est énorme. C'est énorme. Alors là, on essaye d'avoir une pastorale avec, je ne sais pas si vous avez pu y aller, il y a des écrans de télévision qui diffusent un certain nombre d'images, de reportages, il y a un lieu de prière, il y a quelquefois des personnes, surtout l'été, qui sont là, qui accueillent. Voilà. Alors, on a vu qu'il y avait des pauvres aussi à Monaco, oui. Des gens normaux. Tout à bien fait, heureusement, tout à fait. Mais aussi des riches. Hein. La richesse est visible à tous les coins de rue à Monaco. Est-ce que pour vous et pour l'Église, ça change quelque chose d'annoncer la bonne nouvelle dans un contexte avec tant de richesses apparentes ? Bien, d'abord, je dirais qu'il faut annoncer la bonne nouvelle sans complexe et à tout homme et à toute femme, quelle que soit sa situation sociale ou financière. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé à Monaco, il y a 2 choses. La première, c'est que
beaucoup de ces gens riches sont généreux et sont capables de partager. Alors ça, déjà, ça donne une certaine ouverture du cœur. C'est ça qu'il y a beaucoup d'ONG et d'actions caritatives Voilà, ici, et de moi, j'étais dîners de frappé, charité. il y a énormément de... Presque tous les jours, vous pouvez Une faire quelque centaine chose. d'ONG à Monaco. Voilà. Hein. Et la deuxième chose, c'est que la richesse matérielle ne va pas forcément avec la richesse spirituelle. Et j'ai constaté qu'il y a des gens aussi qui ont une certaine aisance, une grande aisance financière, disons, mais qui ont une grande pauvreté spirituelle à l'intérieur du cœur. Et là, je crois vraiment que ces gens-là attendent quelque chose du Seigneur et attendent qu'on leur annonce l'Évangile. C'est la richesse aussi qui crée cette pauvreté spirituelle? Peut-être, je ne sais pas. Non, pas forcément, parce que je crois que c'est peut-être parce qu'on est trop préoccupé par les questions matérielles. Je crois que c'est cela. Alors du coup, on n'a plus de place pour le spirituel. Et quand il y a une épreuve qui arrive, eh bien là, on se trouve vraiment démuni et très pauvre. Alors, Monaco se prépare à une grande fête. Hein. C'est le mariage du prince Albert II avec Charlène, qui va donc devenir princesse de Monaco. C'est vous qui allez célébrer ce mariage. Oui, tout à fait. Ça vous met en joie? Ah oui, c'est une très grande joie que je partage avec tous les Monégasques qui attendaient cet heureux événement depuis très longtemps. Donc c'est une grande joie pour le prince Albert, pour sa famille, pour mademoiselle Charlène Wistock aussi, et puis pour tous les Monégasques. Vous savez, à Monaco, peut-être on vous l'a dit dans vos contacts, il y a une relation étroite entre le prince et son peuple. C'est un peu, le prince régnier disait que c'était un peu, le prince est comme le chef de famille. Les Monégasques, avec le prince, ça forme une grande famille. Grande famille catholique. Grande famille catholique, oui. Vous les préparez au mariage d'ailleurs? Je les prépare au mariage, comme je prépare tous les mariages que j'ai eu l'occasion de célébrer avec les fiancés. Et tout se passe bien? Tout se passe bien, oui, oui. Nous réfléchissons ensemble sur le sens du mariage. Nous avons fait le choix des lectures, voilà, tous ensemble, et la célébration également. Alors ça, c'est un grand événement pour 2011. En 2012, il pourrait y en avoir un autre, puisque vous avez dit il y a quelque temps que le pape pourrait venir à Monaco en 2012. Le prince Albert et moi-même, nous avons invité tous les deux le pape, donc Benoît XVI. Les contacts qui ont été pris depuis cette invitation nous laissent espérer que la visite se fera en 2012. Donc c'est probable, hein? Mais c'est pas envisageable. Envisageable, on va dire. C'est le terme exact. Merci, Monseigneur Barcy. Merci à vous. À Monaco, chaque année, il y a de nombreuses manifestations sportives et culturelles qui attirent le Gotha mondial. Derrière moi, le Grimaldi Forum où se déroule chaque année le Festival international de télévision de Monte-Carlo. Un monde de paillettes avec ses stars et ses starlettes et avec une présence d'église puisqu'il y a un jury catholique dans ce festival. Voilà, on est au cœur de ce festival de télévision de Monte-Carlo avec le père Patrick Keppel. Bonjour, père. Bonjour David. Vous êtes responsable de la communication du diocèse de Monaco, Oui. délégué également à l'œcuménisme, on en parlera tout à l'heure. Mais Oui. d'abord, ce festival de télévision, on ne le sait pas, c'est un peu le Cannes de la télévision, donc c'est un grand événement international. Oui. Il a été créé par des prêtres. Oui, par d'abord un prêtre qui est un dominicain et qui s'appelait le père Pichard et qui a créé le Jour du Seigneur. Et alors, il a eu cette intuition de dire, moi je fais de la télévision, mais d'autres font de la télévision religieuse, bien sûr. Alors nous allons nous rencontrer et échanger nos programmes pour voir ce que nous faisons. C'est là où techniquement il y avait un gros problème, parce qu'à l'époque, nous sommes en 57, on ne pouvait voir sur un écran de la télévision que si elle était diffusée par une chaîne. Mais alors, comment faire ? Alors j'ai trouvé les minutes de leur discussion à Royaumont en 57 où on dit on pourrait peut-être d'abord aller dans un pays catholique, un tout petit pays, parce que quand nos programmes qu'on va échanger vont être diffusés, les habitants vont le voir. Ceux qui, à l'époque, avaient la télévision, ils n'étaient pas nombreux. Ils ont choisi donc Monaco. Bref. Et alors, ça s'est passé pendant 3 ans. Il y a eu ces échanges qui ont été approuvés par le prince régnier, qui a été enthousiasmé par ces échanges, ces dialogues, ces rencontres, et qui a dit, mais et si je crée mon festival? Donc, autrement dit, UNDA, qui était à l'époque UNDA, puisqu'aujourd'hui c'est Signis, l'association catholique, a été
À la préhistoire du festival. Et qui depuis est devenu un grand événement international. Il faut mesurer la portée de cet Alors, événement. vous savez, quand on nous dit que l'Église a manqué le coche des médias, on plaisante. Hein. Alors depuis la naissance de ce festival, Oui. il y a un jury donc catholique. Catholique, oui, c'est ça. Encore aujourd'hui, il y a cette présence catholique. Oui. Quel est le sens de cette présence catholique dans une société qui a bien changé depuis la création de ce festival? Mais bien sûr, et puis entre nous, la télévision a énormément changé. Je lisais l'autre jour qu'à peu près la moyenne est de 3h30 qu'on passe devant la télévision en France, chaque personne. Je me disais, mais c'est considérable. C'est à peu près le temps qu'un moine passe en prière avec ses collègues, en prière communautaire. Alors, c'est un tel événement au sein des familles, au sein de la société, au sein de l'information, que l'Église doit être présente et attentive surtout, très attentive. Je ne sais pas si elle peut tout bouleverser, mais elle doit être attentive à ce qui se passe. Et vous savez, à la télévision, c'est comme dans toutes les techniques, le pire côtoie le meilleur. Hein. Mais il y a du meilleur aussi. Et on voit des très beaux films pendant ce festival. Et vous remettez donc un prix chaque année? C'est ça. Chaque année, il y a un prix qui est distribué. Cette année, ce sera la fiction. Des fois, c'était aux actualités, des fois, c'était à la fiction. Plus généralement, à Monaco, il y a beaucoup d'événements internationaux, de grands événements internationaux. Je pense par exemple au Grand Prix de Formule 1, au tournoi de tennis aussi, le Grand Prix de Monaco qui est connu, le Festival du cirque également. Comment l'Église se saisit de ce terrain médiatique qui est quand même assez extraordinaire? Bon, c'est assez extraordinaire. D'abord, l'Église, c'est aussi les chrétiens. Hein, donc, ils sont présents. C'est un petit pays. Autrement dit, ceux que nous côtoyons et avec qui nous travaillons au sein de l'Église catholique, au sein de l'Église protestante ou orthodoxe, comme vous voulez, sont présents, bien sûr, dans ces manifestations. Bon, vous savez, dans les domaines sportifs, c'est plutôt difficile, la présence, parce que les gens passent, ne restent pas. C'est très difficile. Hein. Vous parliez du festival, on en a déjà parlé ensemble souvent, du festival du cirque. C'est beaucoup plus une communauté qui se forme. Alors c'est facile de les rencontrer, c'est facile de monter ensemble quelque chose, de réaliser quelque chose. Et d'ailleurs, au cirque, chaque année, il y a une célébration écuménique. Oui, hein. parce que l'écuménisme est très vivant. Pas seulement à Monaco, hein, qui est tout petit, mais sur toute la côte. À cause des émigrations successives, des Russes, des Anglais, des Arméniens. Ce qui fait que ces gens-là, tous ensemble, sont très heureux de se retrouver, je dirais, grâce à l'Église catholique qui les accueille, mais qui favorise aussi leurs liens, leurs relations. On voit là les images justement d'une célébration œcuménique qui a lieu tous les ans au mois de janvier, pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Commentez-nous ces images, qu'est-ce qui se passe en fait ce jour-là? Alors c'est une célébration, je dirais, à la limite ordinaire si vous voulez, où il y a donc introduction, prière et chant par tout le monde. Ça suppose bien sûr une grande préparation parce qu'il faut mettre dans le coup, si je peux dire, les 9 communautés qui sont présentes. Et puis on associe les artistes. Alors les artistes en général sont très fiers de participer à cette célébration. Ils ont l'impression vraiment qu'ils sont intégrés à une famille. D'ailleurs, le cirque est une famille. Et le fait que déjà tout se place, tout se réalise autour d'une piste ronde, montre justement l'harmonie, si vous voulez, que nous souhaitons dans l'unité de nos églises. Et puis il n'y a pas de spectacle de cirque, au contraire, sans comment dire, une harmonie générale. Bon, il faut une symphonie de tout ça. Et donc ça se marie très bien. Est-ce qu'on peut dire que Monaco est un laboratoire pour l'œcuménisme aujourd'hui? Non. Monaco, non. Monaco et Nice, oui. Parce qu'on travaille ensemble. Hein. Nous avons très peu de collaboration à Monaco parce qu'ils sont très peu nombreux, même si on s'entend cordialement. Mais oui, Monaco et Nice, oui, certainement. Merci, Père Keppel. Voilà, on va parler un peu de bioéthique maintenant, car à Monaco, science et conscience font bon ménage. Fabienne Moreau, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Je vous ai donné rendez-vous dans le port de Monaco, car vous êtes membre du comité diocésain consultatif de bioéthique. Et dans ce port est en train de se construire un centre scientifique qui va faire une part importante aux recherches biomédicales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce centre scientifique? Écoutez, en effet, ce centre scientifique
scientifique existe déjà. Bon, il va prendre, si vous voulez, d'autant plus d'importance qu'il va, en 2012, dès janvier 2012, fonctionner de façon tout à fait complète, c'est-à-dire d'une part avec un centre qui est lié à la recherche du musée océanographique sur tous les coraux. Cela existait déjà, mais une deuxième branche, qui est présidée par le professeur Rampal, ouvre la porte à tout ce qui est recherche biomédicale. Et donc, il va y avoir toute une partie de cette recherche biomédicale qui va être consacrée à la recherche sur les cellules souches, en particulier du cordon ombilical, avec monsieur Pagès, monsieur le docteur Pagès, qui va donc faire une recherche approfondie sur le sujet, ainsi que le professeur Eliane Gluckman, qui est, si vous voulez, le grand fleuron internationale, la pionnière en la matière, puisque c'est la première femme au monde, professeure, à avoir greffé des cellules souches du cordon ombilical et avoir sauvé un enfant, si vous voulez, en 88. Voilà. Faut rappeler en fait que cette recherche est une alternative à la recherche sur les cellules embryonnaires. Hein. Alors tout à fait, c'est une recherche alternative concrète, positive et avec résultats cliniques, puisqu'il y a actuellement 85 maladies qui sont traitées et soignées par ces cellules du cordon ombilical. Et essentiellement d'ailleurs des maladies qui sont des maladies du sang. Bon, mais justement, ce qu'il y a d'extraordinaire en ce moment et qui est un vrai tournant, c'est que ces cellules souches commencent à s'étendre dans d'autres domaines que les maladies du sang, dans tout ce qui va être domaine neurologique, tout ce qui va être domaine de cardiologie et bien d'autres encore, que ce soit la rétine de l'œil ou autre. Enfin, les possibilités sont énormes. Comment vous expliquez que la principauté s'intéresse de si près à ces sujets-là, à cette recherche-là? Qu'est-ce qui fait l'intérêt par exemple du prince Albert II pour ces questions de bioéthique? Vous savez, je crois qu'on a un prince qui est moderne et innovant de nature, qui s'intéresse à énormément de choses, qui a très vite saisi que sur le plan scientifique, Monaco pouvait être un fleuron. On a la chance d'être un pays indépendant et on peut avoir ce regard un petit peu en même temps innovant et en même temps de sagesse, parce qu'on peut se tourner vers tous les pays d'Europe, voir quelles ont été justement, si vous voulez, leurs conclusions un petit peu sur tout ce qu'ils ont pu faire dans les cas de recherche biomédicale, d'en voir ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il y a eu de moins bien. Et on peut, comment vous dire, avoir la chance de discerner au milieu de tout cela et de prendre dans chaque pays ce qu'il peut y avoir de meilleur. Donc on a quand même cette chance, on en a aussi les moyens. L'église locale, l'église de Monaco, j'imagine, se réjouit de ces recherches-là, de cette voie explorée par la principauté. Quel rôle elle joue dans ce débat et cette recherche vers de nouvelles voies bioéthiques? Écoutez, elle joue un rôle qui en effet est important parce que pour un diocèse qui est petit, relativement petit, c'est le diocèse de Monaco, on a eu la chance d'avoir un évêque qui a été aussi très tôt éveillé aux questions de bioéthique parce que très à l'écoute de ce que vous pouvez lui demander, soit des personnes individuelles, soit le gouvernement, soit des politiques. Il a rapidement compris que de multiples questions commençaient à se poser sur le plan humain, sur le plan scientifique. Et il a, voici 8 ans déjà, réuni un comité de bioéthique consultatif qui, si vous voulez, sont un peu spécialistes de la question. Ce qui fait que sur toute question qui lui était demandée, il envoyait toujours le côté médical, et il envoie toujours le côté médical, scientifique, humain et éthique. Et Monaco, il y a quelques années, en 2009, a reçu un événement très important en termes de bioéthique. C'est exact. Nous avons organisé alors le comité de bioéthique de Monaco avec 3 grands autres partenaires que sont l'Académie pontificale pour la vie de Rome, que sont la Fondation Jérôme Lejeune et que sont la Fédération internationale de tous les médecins catholiques mondiaux. Nous avons donc organisé à 4 sur place à Monaco le 2e congrès de cellules souches du cordon adulte et IPS. Le premier avait eu lieu à Rome, le second s'est organisé sur Monaco. On voit quelques images d'ailleurs de ce congrès. Voilà, et si vous voulez, ça a été un congrès qui a eu un gros retentissement, parce que là c'était vraiment un congrès international, si vous voulez, avec plus de 500 participants. Et je crois que comment vous dire, en dehors de, bien entendu, c'était extrêmement pointu, puisque c'était toutes les nouvelles découvertes qui venaient de se faire. Donc c'était énorme, mais ça a eu également un très bon retentissement sur l'harmonie, si vous voulez, entre l'Église et la science. Et ça, je crois que c'était très important aussi, que l'on puisse ressentir
l'Église totalement capable d'être innovante, de n'avoir aucun sujet tabou et de pouvoir bien être, comment vous dire, porteuse de tout ce qui peut être avancée scientifique, quand cette avancée scientifique peut se faire de façon parfaitement équilibrée avec conscience. Est-ce qu'à l'étranger, on s'inspire de l'exemple de Monaco sur le terrain bioéthique ? Alors écoutez, c'est peut-être un peu tôt pour le dire parce que là, justement, ça s'installe, si je puis dire. Alors c'est déjà ça commence à être déjà bien ancré. Mais il est certain que je pense que dès que le centre scientifique de Monaco, si vous voulez, va commencer à publier ses résultats, là je pense qu'il y aura un véritable rayonnement international qui se fera et les autres pays d'Europe pourront tout à fait s'inspirer des travaux de Madame Gluckman ou de ceux de Monsieur Pagès et autres équipes qui pourraient s'installer. Fabienne Moreau, on arrive tranquillement à la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser une question plus personnelle. Vous êtes catholique, pratiquante, ici à Monaco, vous y vivez depuis longtemps. Est-ce qu'on vit sa foi comme partout ailleurs à Monaco ou c'est quand même un lieu particulier quand on est chrétien ? Alors vivre sa foi à Monaco, écoutez, les paroisses sont là, les jeunes sont là et la jeunesse de Monaco a une foi vive. Il y a de belles aumôneries, il y a de beaux mouvements de jeunesse. Vous avez quand même une très belle jeunesse chrétienne qui a la chance d'être à Monaco. C'est-à-dire tout y est quand même un peu plus facile qu'ailleurs, que ce soit pour pratiquer sa foi, que ce soit pour rencontrer des gens internationaux, si vous voulez, qui viennent très volontiers à Monaco. Et donc ça fait du bien aussi de s'aérer un petit peu et de pouvoir avoir des rencontres de jeunes d'autres pays qui sont aussi des chrétiens. Bon, si vous voulez, toutes les journées mondiales de la jeunesse, bien sûr, ont immensément compté pour Monaco aussi, ça c'est certain. Pour vous dire que là, oui, on est privilégié. Bien sûr qu'on est privilégié. Voilà. Et puis, si vous voulez, on vit heureux quand on est chrétien à Monaco. On peut le dire. Ce seront les mots de la fin. Un grand merci, Fabienne Moreau. Avec joie. Et à très bientôt, surtout. Voilà, on arrive à la fin de ce Hors les Murs. Il me reste à remercier le diocèse de Monaco pour son accueil. Un grand merci en particulier à toute l'équipe de la cathédrale de Monaco. Et puis merci pour ces reportages et ces très belles images. Merci à Sybille Delettre, Antoine van der Straten et Frédéric Jakovlev. À très vite sur KTO.